Alors, au Maroc, est-ce qu'une simple idée peut vraiment changer une communauté? La réponse est oui. Et bien souvent, tout commence avec la loi sur les associations. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Transformer cette loi en un guide simple et pratique. C'est parti. On a tous eu un jour cette petite étincelle, une idée pour améliorer les choses autour de nous, pour défendre une cause qui nous tient à cœur. Mais la grande question, c'est toujours la même. Comment on passe de cette idée à une action concrète? Eh bien, au Maroc, il y a un outil pour ça. C'est la loi sur les associations. Et c'est elle qui fait le pont entre le rêve et la réalité. Ok, première chose à faire, c'est de bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une association, au fond? Juridiquement parlant, au Maroc, c'est vraiment la base de tout. Voilà la définition telle qu'elle est dans le texte de loi. Il y a deux mots-clés qui sautent aux yeux, je trouve. D'abord, permanente. Ça veut dire que c'est un engagement sur la durée. Et ensuite, le plus important, un but autre que de partager des bénéfices. En clair, on se met ensemble pour une cause, pour un projet commun, pas pour se remplir les poches. C'est vraiment ça l'ADN d'une association. Et là, on touche à un point fondamental. C'est un principe de liberté qui est affirmé noir sur blanc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de demander une autorisation au gouvernement pour créer son association. Non, il suffit de la déclarer. C'est une nuance énorme. C'est un droit qui est là pour justement encourager les gens à prendre des initiatives. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, passons à la pratique. Comment on fait pour que tout ça devienne officiel? On va voir que la procédure, en fait, est assez directe. Le processus se résume en gros à 3 grandes étapes. D'abord, on prépare ses papiers, ses documents. Ensuite, on va les déposer auprès de l'autorité locale. Et enfin, on reçoit un récépissé, une preuve de dépôt. C'est tout. Le but, c'est vraiment de ne pas noyer les porteurs de projets sous la paperasse. Alors, justement, quels sont ces fameux documents à préparer? Pensez à ça comme une petite checklist. Le nom de l'asso, ses objectifs, la liste des membres du bureau, où elle sera basée, et bien sûr, les copies des pièces d'identité et des casiers judiciaires. Mais le cœur du réacteur, si on veut, ce sont les statuts. C'est un peu la constitution de votre association, donc il faut bien y réfléchir. Retenez bien ce chiffre, 60 jours. C'est le délai maximum que l'administration a pour délivrer le récépissé final. Et là, attention, c'est très malin. Si au bout de 60 jours il n'y a toujours rien, l'association peut quand même démarrer ses activités légalement. C'est une sorte de sécurité pour éviter que les projets soient bloqués indéfiniment par la lenteur administrative. Ok, l'association est créée. Et maintenant? Eh bien, c'est comme tout, ça vient avec des droits, des pouvoirs, mais aussi des devoirs, des responsabilités. C'est cet équilibre qui va assurer que l'association fonctionne bien et dure dans le temps. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. D'un côté, l'association a pas mal de pouvoirs. Elle peut aller en justice, être propriétaire de bâtiments, recevoir de l'argent via des dons, des subventions. C'est la face action. De l'autre côté, il y a la face rigueur. Il faut une comptabilité au carré, être transparent sur l'origine et l'utilisation de l'argent, surtout s'il est public ou vient de l'étranger. Et le plus important, on ne doit pas dévier des objectifs qu'on a soi-même fixés dans les statuts. Maintenant, un point très important, les limites à ne pas franchir. Parce que oui, la liberté d'association est un principe, mais elle n'est pas sans limite. La loi a tracé des lignes rouges très très claires. Et les franchir, ça peut coûter très cher jusqu'à la dissolution d'associations. Donc il vaut mieux les connaître. Ce passage de la loi est on ne peut plus clair. En gros, ça dit que si une association est créée pour une cause illégale ou qui va à l'encontre des lois ou des bonnes mœurs, elle est considérée comme n'ayant jamais existé. C'est la règle de base qui chapeaute tout le reste. Et quelles sont ces fameuses lignes rouges? La loi est très précise là-dessus. Sont interdits les projets qui visent à porter atteinte à l'islam, menacer l'intégrité du territoire, nuire au régime monarchique ou encore appeler à une quelconque forme de discrimination. Si une association se base sur l'un de ces points, elle est nulle et non avenue dès le départ. Pour finir, il faut savoir qu'il existe des cas un peu particuliers. Toutes les associations ne sont pas logées à la même enseigne. La loi prévoit des catégories spécifiques, chacune avec ses propres règles. On va en voir quelques-unes. On a ici 2 exemples qui montrent bien la différence. D'un côté, il y a les associations dites d'utilité publique. Celles-là, elles ont une mission d'intérêt général tellement importante qu'elles reçoivent des avantages, comme des facilités pour collecter des fonds. Et de l'autre côté, à l'opposé presque, on a les partis politiques. Pour eux, les règles sont beaucoup plus strictes, les membres doivent être marocains, les financements doivent être nationaux, etc. Et puis, il y a le cas des associations étrangères. C'est quoi une association étrangère? C'est simple. Soit sa direction est étrangère, soit la majorité de ses membres le sont. Pour elle, il y a une règle en plus. Après la déclaration, le gouvernement a 3 mois pour éventuellement s'y opposer. C'est un niveau de contrôle supplémentaire qui est prévu par la loi. Voilà, on a fait le tour. Ce qu'il faut retenir, c'est que la loi marocaine offre un cadre qui est à la fois structuré et encourageant pour ceux qui veulent agir. Elle donne la liberté d'entreprendre tout en posant des garde-fous clairs pour protéger l'intérêt commun.
Au final, la loi n'est qu'un outil. La vraie question, c'est celle du début. Maintenant que les règles du jeu sont connues, qu'est-ce qui va être créé avec ?